Pascal Siakam a été transféré la semaine dernière et il a, de manière émouvante, écrit une longue lettre aux fans des Raptors. On aura le temps d'en discuter un petit peu, mais on voulait s'arrêter sur les 2 premiers matchs de Pascal Siakam avec sa nouvelle équipe des Indiana Pacers. Le premier, c'était avec Tyrese Haliburton, le deuxième sans. Ça a surtout donné 2 défaites. On va s'arrêter un petit peu là-dessus, je vais donner les stats et tout, mais d'abord, Erwan, premier ressenti sur ces 2 premières rencontres. Peut mieux faire. Peut mieux faire, évidemment, il va faire mieux. Peut mieux faire, il va faire mieux. Je parle de Pascal Siakam, mais je parle aussi des Pacers. Voilà, deux premières nuits qui m'ont pas enthousiasmé. Alors, j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, évidemment, parce que c'est bien trop tôt. Mais on a vu que ça soit lui, peut-être une volonté d'un peu trop bien faire aussi. Les autres, peut-être un petit peu aussi. Certains qui veulent continuer à jouer aussi comme ils jouaient depuis le début de saison, c'est-à-dire avec un vrai run and gun. Et on avait dit dans le First Day Show, dans les news, que l'arrivée de Pascal Siakam allait certainement engendrer peut-être une manière de jouer différente. Est-ce qu'on peut comme ça changer complètement de manière de jouer en milieu de saison? Ça va être toute la question des prochaines semaines. Mais voilà, pour l'instant, peut mieux faire et j'attends de voir mieux. Ok, donc voilà là, les premiers ressentis d'Erwan. Je vous donne d'abord les résultats et les stats de Pascal Siakam. Donc le premier match, c'était à Portland contre les Blazers. 34 minutes pour le scalp, 21,9 sur 14, 6 rebonds, 3 passes décisives. Et hier soir face aux Suns. Alors, perdre contre les Blazers quand t'es Indiana et que tes 2 stars jouent, pas ouf. Perdre contre les Suns qui vont bien en ce moment, c'est moins grave, hein, bien sûr, surtout sur 2 matchs à l'extérieur. 30 minutes de temps de jeu pour lui, 15 points, 6 sur 14 au tir, 4 rebonds, 7 passes décisives. Bien sûr que l'importance de l'absence ou de la présence de Tyrese Haliburton change absolument tout pour cette équipe. Je voulais regarder aussi les scores finaux de ces 2 équipes. Tiens, hop, ils sont là. Je vais vous les donner, puisque la grande question qu'on se pose, c'est l'impact sur la défense, mais aussi l'impact dans l'équipe offensivement. Je les ai, les chiffres. Ils encaissent 118 points à Portland et ils encaissent 117 à Phoenix. Donc après, dans leur moyenne de saison, quoi. Alors, c'est que 2 matchs. Hein. Et changer de philosophie, ça se fait pas en claquant des doigts ou même en faisant venir un joueur All-Star qui a été champion NBA. Il n'empêche que pour l'instant, j'ai l'impression que pour certains, l'arrivée de Pascal Siakam ne change pas forcément certaines hiérarchies et ne change pas non plus la manière de jouer. Je trouve que défensivement, j'ai quand même vu des attitudes encore qui m'inquiètent un petit peu. Puis surtout que maintenant, cette équipe des Pacers, avec la finale du Incident Tournament, plus le transfert de Pascal Siakam, c'est plus une équipe surprise. C'est plus une équipe surprise, c'est une équipe qui va être attendue et qui est attendue, que ce soit par Portland ou par Phoenix. Et la suite du schedule, elle est pas simple pour nos amis. Parmi les choses positives, on va dire, Pascal Siakam ne force pas grand-chose. On l'a vu avoir quelques situations en isolation. On l'a vu même en défense sur KD. Il y a un face-à-face intéressant, même si KD... Mais 40, il est exceptionnel une nouvelle fois. Bon, à la Kevin Durant depuis plusieurs saisons. Mais j'ai aimé, dans un premier temps, l'envie de Pascal Siakam de se fondre dans le collectif. Tu sais, il y a d'autres mecs qui arrivent et qui veulent peut-être pas faire la mainmise sur une équipe, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais j'ai la sensation que lui, il voit un collectif. Il y a des choses qui marchent cette saison pour les Pacers. On ne peut pas tout leur enlever. Pour l'instant, c'est un gars qui arrive pour se fondre dans le collectif. Ce qui est sûr, c'est que oui, voilà, il n'a pas ça. Ce qu'il aurait dû le faire, moi je pense qu'à Phoenix notamment, il aurait dû le faire un petit peu plus, même s'ils sont dans le match. Ils reviennent à fin pendant un bon moment, avec encore une fois beaucoup d'adresse. Mais au bout d'un moment, Pascal, si les Pacers doivent franchir un cap, et c'est ce qu'ils veulent faire en faisant venir Pascal Siakam, il va falloir que Pascal Siakam aussi, ok, c'est mignon les 2 premiers matchs de son dans le collectif, il va falloir qu'il dise, moi je suis pas venu là non plus pour me fondre dans le collectif. Je suis venu là pour apporter du talent, je suis venu là parce que je suis une star NBA et qu'avec Haliburton, on doit être les patrons de l'équipe. Donc en général, quand un nouveau patron arrive dans une entreprise, que ce soit dans une équipe de basket ou dans une entreprise du CAC 40 ou du Nasdaq, en fait, tu arrives, tu vas pas te fondre avec la secrétaire ou avec le responsable commercial. Tu es le patron. Et j'espère que dans les prochains matchs, Pascal Siakam va un peu plus agir comme un patron que plutôt comme un mec qui vient se fondre dans l'équipe. Est-ce que c'est le caractère de Pascal Siakam ? C'est une autre question. Moi, c'est difficile d'y répondre comme ça, mais 7 ans à Toronto, on l'a vu éclore de nulle part. D'ailleurs, Masai Ujiri son discours sur Siakam est exceptionnel. Hein. J'espère que vous l'avez tous vu en conférence de presse, mais est-ce que Pascal Siakam, c'est le genre de mec à venir et à s'imposer au sens patron du terme ? Moi, je pense que c'est un ambitieux. On sait que l'après-titre, quand Kawhi est parti, il y a eu à un moment donné la friture sur la ligne avec Nick Nurse, avec Masai Ujiri aussi, parce qu'il a eu un petit peu des comportements un peu de star à l'époque. Il en voulait peut-être plus, il voulait continuer à jouer le titre. Moi, je pense pas que Pascal Siakam, ça soit un Boris Dio.
Je pense que Pascal Siakam est un mec qui peut mettre des points, qui peut tourner, qui peut mettre 30 points quasiment tous les soirs, allez, 25, 26 si vous voulez. Donc non, et je pense que Pascal Siakam, c'est un mec qui a besoin d'avoir la balle, qui est un scoreur, qui aime ça, qui est un défenseur et qui est un mec qui a déjà gagné. Donc je pense que Pascal Siakam a aussi cette ambition et ce profil de dire à des mecs, hey, donne-moi la balle, maintenant je suis là que depuis 2 jours, mais c'est déjà plus mon équipe que la tienne. Tu parlais d'autres mecs qui jouaient comme s'ils n'étaient jamais arrivés, là. Tu penses à qui? Bon, alors Buddy, il fait du Buddy, toujours un petit peu. Ah, ça, Buddy, il fait du Buddy, hein. Il y a une tentative de relation ouais, un petit peu entre les donc deux. Avec Miles Turner, j'ai l'impression qu'il essaie de se trouver sans non plus, pour l'instant, se rendre compte et tout. J'aime beaucoup ce que fait depuis le début de saison Naismith. Mais des fois, tonton, les premières intentions, vas-y piano, quoi, tu vois. Surtout quand Pascal Siakam vient de mettre 1 ou 2 paniers, n'hésite pas à lui redonner la balle. Mais après, encore une fois, c'est dur de reprocher à ces mecs-là, alors qu'ils jouent comme ça depuis 6 mois, et d'un coup de leur dire, non, maintenant, on va essayer de se réadapter. De se réadapter. Donc, faut du temps à tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette équipe doit progresser, c'est que Siakam doit être beaucoup plus au cœur du jeu. Au cœur du jeu. Bon, le deuxième match. Rien en disant ça. Ouais, bien sûr. Le deuxième match, le fait que Tyrese Haliburton ne joue pas, ça fausse tout. Ça fausse absolument tout, bien sûr. On aime bien faire, vous savez, s'arrêter sur quelques matchs quand une star change d'équipe, s'arrêter, regarder, dire oui, ça va pas. Tu voulais qu'on parle du calendrier, Erwan, de la suite des Indiana Pacers? Il va être intéressant. Donc, Haliburton, je ne sais pas quand est-ce qu'il doit revenir. Il est toujours blessé à l'ischio. Là, ils vont recevoir à domicile. Donc, Denver, Philadelphie. Ils vont retrouver Phoenix. Oh, vache. Ils vont jouer Memphis. Et ensuite, ils vont à Boston, à New York, et ils reçoivent Sacramento. Voilà les 7 premiers matchs d'Indiana. Les 7 prochains matchs d'Indiana, ça va être un vrai test. Ça va être, là, ils ont une petite quinzaine où ça va être un vrai test. Mais c'est une catastrophe pour mettre des choses en place. Ou pas. Ou pas, tu peux. Alors oui, il a été un peu positif et tout, c'est une catastrophe. Mais tu peux avoir contre les meilleures équipes de la ligue. Mais tu peux aussi avoir un match référence et trouver de la confiance rapidement. On rappelle qu'on est déjà quasiment en février et que finalement c'est aussi un bon test pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre et ce qu'il va falloir changer ou sur quoi il va falloir s'appuyer. Ouais, d'accord, mais à côté de ça. C'est pas cadeau. Non, mais parce que les Pacers sont 7e avec un bilan de 24 victoires pour 19 défaites. Miami juste au-dessus, exactement le même bilan. Et derrière, c'est Orlando qui a une défaite de moins. Donc, sans dire qu'ils sont sous la menace de la 10e place, parce que les Nets sont vachement loin, 6 victoires, il n'y a pas de souci là-dessus. Le but pour Indiana, c'est d'être de top 6 et éviter le play-in de toute manière. C'est le seul but, tu vois. Au vu de leur début de saison et du trade qu'ils viennent de faire, évidemment, top 6 sans problème. Ouais. C'est ce qu'ils doivent viser. Éviter le play-in. Miami, New York, Cleveland, Philadelphie, Milwaukee, Boston. C'est la bagarre. Hein. Il y a des équipes au-dessus, bien sûr, pour les meilleurs, là, mais Cleveland, New York et Miami, c'est ce qu'on avait dit quand on disait un peu chapeau 1 avec les grands favoris et le chapeau 2 et les Pacers qui entraient dans ce chapeau si la mayonnaise prenait pour les hommes de Rick Carlisle. Et voilà, c'est ce qu'on allait viser pour cette équipe d'Indiana. Bon, dernière question là-dessus, on fait assez rapide parce qu'on a plein d'autres sujets passionnants. Avec quelques jours, là, en plus, après la question qu'on s'était posée pendant le Thursday Show, quelqu'un disait dans le chat, quelle est la réelle ambition pour les Pacers cette saison, en play-off bien sûr. Mais moi je pense qu'avec l'arrivée de Siakam, qui vient s'ajouter à Haliburton, leur bon début de saison, avec, on le rappelle, cette finale du In-Season Tournament, il faut qu'ils aient un vécu de play-off. Il faut qu'ils capitalisent l'arrivée de Siakam, qu'ils capitalisent leur bon début de saison. Et pour ça, il faut jouer les playoffs. Il faut faire un premier tour de playoffs. Il faut au moins avoir 4 matchs dans les chicots pour se dire cet été, OK, ça a marché, ça n'a pas marché. La relation ils ont un vécu, Siakam, Haliburton ont un vécu de playoffs en commun. Voilà, c'est important. Si pour moi, il faut un play-in, tu te fais sortir au premier tour, forcément, il y aura un goût amer forcément sur cette fin de saison. Donc, pour moi, c'est très important avec ce qu'ils viennent faire que les Pacers puissent jouer un tour de play-off. Quelques commentaires. Da Vinci Com nous dit je ne le vois pas prendre le leadership même sans je le vois pas prendre un leadership même sans Haliburton. J'espère qu'ils vont pas trop en lâcher en parlant des matchs. On a oublié ce qu'a fait Siakam les 2 saisons après avec Toronto, je trouve. Il a pris ce rôle de leader. Je comprends. On nous dit aussi ils vont mettre du temps à intégrer Siakam. Ça va descendre sur les 5 prochains matchs avec des défaites. MF 808 nous dit une belle gueule d'équipe qui se fait cogner au premier tour des playoffs. Mais d'accord, il a pas tort. Mais en tout cas, pour moi, s'il faut un premier tour de playoffs, tu cimentes les 3-4 briques que tu viens de mettre ces 6 derniers mois. Ce qui est sûr, c'est que s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, on se dirigera sur un premier tour face à Boston, Milwaukee, Philadelphie ou le meilleur entre Cleveland, New York ou Miami. Donc voilà, si tu es 6, 7, 8... ce serait pas un déshonneur de se faire éliminer au premier tour. Mais non.
Pas Toujours du tout. pareil. Pas Voilà. du tout, La pas du manière, tout. t'aimes bien dire la manière. Ah ben la manière, c'est sûr que tu vas en playoff, tu prends 4 fois 25 points, tu vois pas le jour, bon évidemment. Et c'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé. Mais bon, il y a aussi des équipes qui se sont fait sweeper. Je me souviens notamment de Détroit à l'époque face à Cleveland de LeBron. 4 matchs serrés. Ouais, 4 Avec matchs Eric qui met un tir ouais, exceptionnel en 4 corner. matchs de très très haut niveau. Il y a Stanley Johnson à l'époque qui était Oui, encore un tout à basketteur. fait. Donc voilà, donc la manière est importante aussi. Ok, il était le leader à Toronto, mais il a mis du temps. Ce n'est pas un gars qui s'impose dès qu'il arrive. Voilà, et Maxwell nous dit ça. Bon, écoutez, Il a on plus le même suivra. âge, il a plus le même âge aussi. C'est un daron maintenant. quand Il a même, 30 ans. Le scalp. Il a 30 ans. Je vous disais tout à l'heure, il a parlé avec beaucoup d'émotion de son passage à Toronto. Je voulais quelques passages de ce qu'il a écrit, parce que c'était... Et je te poserai une question à la fin que je t'ai posée hors antenne tout à l'heure. Je n'ai connu que Toronto, et c'est ce que je ne voulais que connaître. Je pensais que j'allais faire toute ma carrière à Toronto. C'était peut-être un petit peu naïf, mais je sais que c'est un business. Et souvent, les mecs qui se font trade la première fois parlent de business is business pour ces joueurs qui sont une monnaie d'échange, vous le savez bien. Toronto signe pour moi et continuera de signifier, c'est l'essentiel que je veux dire à tout le monde, c'est ma maison, j'ai ma racine ici. Il disait aussi qu'il a hâte, dans son retour dans un mois, de voir des numéros 43. J'imagine que ça, en termes d'accomplissement, ça doit être incroyable de voir des mecs avec ton maillot. Ça m'amène à une question, parce qu'il est le 5e meilleur marqueur des Raptors, de l'histoire des Raptors. Il a joué 7 saisons là-bas. Est-ce que d'après toi, on peut imaginer, vous allez y répondre aussi, on peut imaginer que les Raptors mettent son maillot au plafond? Moi, je pense que oui. Je pense qu'être champion avec une franchise, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été champions avec les Knicks dans les années 70 où il y a leur maillot retiré. Alors que derrière, il y a d'autres mecs qui ont fait beaucoup de choses. Alors, il y a Ewing, mais Starks, tout ça autour de lui, n'ont pas leur maillot retiré. Moi, je pense qu'une franchise comme les Raptors, qui est championne, comme elle l'a été, je pense qu'à un moment, tu dois honorer tes champions. Alors, il n'y aura pas Jordan Lloyd, hein, qui était dans le groupe, mais qui n'a pas joué. Mais par contre, le rôle de Siakam, plus la longévité, il a marqué la franchise, il a marqué l'histoire de la franchise. Il a un rôle, il est pour moi 3e option, 3e meilleur joueur des finales avec les Raptors, évidemment. Et j'espère que pour cette jeune franchise encore, qui a même pas 30 ans, qui vont honorer leur champion, dont Pascal Siakam. Alors, je prends vos commentaires. Je vous ai mis un sondage sur Twitch tout de suite. Je vois de oui à fond. Beaucoup de oui. Beaucoup. Les gens sont plutôt unanimes là-dessus. Répondez. Parce que sinon, ils attendent quoi? Ils vont mettre quel maillot? Moi, de toute façon, ma théorie, c'est que si j'étais propriétaire des Raptors, Kyle Lowry, premier maillot retiré. Kawhi Leonard, il a beau avoir joué qu'une seule saison, numéro 2 en haut. Pascal Siakam, numéro 2 en haut. Vince Carter, numéro 2 en haut. Et je finis sur DeMar DeRozan, numéro 10 en haut. Ça fait 5 mecs. Alors, à voir. Hein. Vince Carter, par exemple, ça peut être le plus difficile à croire dans tout ça. Mais tu as raison de souligner que ces jeunes franchises, moi, ça me saoule qu'elles attendent 1000 ans. Tu vois, quand je vois le chat qui enfin va avoir son 32 à Orlando, frérot, vous attendez quoi depuis? Alors, vous êtes partis fâchés et tout. C'était en 96, hein. Rancunier, le Magic. Hein. Rancunier, gros. Il faut célébrer les légendes, ça parle à tout le monde, à nous les observateurs, surtout aux fans, etc. Ça fait partie du folklore de la NBA de retirer des maillots, quoi. T'es champion, tu bats l'une des meilleures équipes de l'histoire, la meilleure équipe de la décennie. Évidemment, enfin, t'as raison, moi je suis d'accord avec toi. Il faut que ça soit une fête. Alors tu peux pas retirer tous les maillots parce qu'après ça devient ça galvaude un peu le tu vois, geste. j'ai pas dit Van Vliet par exemple. Non. J'ai pas dit Van Vliet. Ouais. Et c'est Alors peut-être qu'il nous dur fait et tout, kiffer. hein, mais je mets pas Van Vliet dedans. Je mets des Rosanne, Voilà. même s'il a pas gagné. Voilà. Bon, et Vince Carter, bien sûr, ce serait bien qu'il ait son maillot là-bas, vu que c'est quand même l'âme du début de la première décennie des Raptors. No offense à Damon Stoudemire. Non. No offense. Bon, voilà, on a fait le tour sur Pascal Siakam. On en rediscutera dans quelques temps si ça va mieux ou si ça va très mal. Hein. Après, les 5 matchs là, ils sont terribles. Hein. Les 7 matchs, là, y a pas, à part Memphis. Ouais. Et encore, ils peuvent faire des corps. Encore Memphis, même avec une équipe d'espoir, ils sont compliqués à prendre. Ah, on nous dit Bosch aussi, j'ai oublié Bosch. Chris Bosh. Pour moi, Chris Bosch, je le mets pas. Hein. C'est pas simple. Là où DeRozan, je le mets. Chris Bosh, c'est là où c'est les premiers qui les envoient. Ils retournent en playoff. Ouais, ils retournent en playoff. Avec Chris Bosh. Mais il passe un tour de playoff avec Chris Bosh, ouais. non? Je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça. Ah, Chris Bosh, c'est pas mal. Ah ouais? Ah, il marque. Après, on l'identifie tellement avec Miami après qu'on a presque oublié. Mais Chris Bosh, son passage à Toronto, c'est pas rien, quoi. Ça me régale ces débats. Attends, c'est pas rien. Hein. Je fais 2 choses. 1, je regarde Chris Bosh, combien de fois All-Star. Je te dis ça vite fait. Chris Bosh. Il est meilleur poste 4 à minima de la conférence Est à l'époque, quoi. Ouais, on peut en discuter clairement. Donc il joue de 2004 à 2010, hein, bien sûr. Et il est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois All-Star. Ça se discute easy. Et donc tu voulais savoir pour les Toronto Raptors s'il avait passé un tour de playoff. Je te dis ça tout de suite. On va voir si tu as les. On sait que Vince Carter va en demi-finale de conf. Bien Incroyable sûr. face aux Sixers, le 4-3 fantastique.
J'ai l'impression... Non, Non, il passe va 2 fois en playoff, 2007 et 2008, et il perd 2 fois au premier tour sous Sam Mitchell. Très bien. Voilà, pour être très complet. Mais en tout cas, c'est le bon débat qu'on aime avoir. Et vous avez répondu à cette question, les amis, dans le chat. Oui, à 75%, Pascal Siakam. Bien sûr, le scalp. Numéro 43 au plafond. Voilà, les amis. Quel département, le on 43 enchaîne en France? La Haute-Loire. La Haute-Loire, bravo. En même temps, tu vas pas me voir sur Bravo, les chef. Le départements. Puy-en-Velay. Moi, je suis meilleur sur les départements que sur les calfacs. Ça n'a rien à voir, tu sais. Exceptionnel. Bon, allez, on passe à un deuxième sujet, puisque je sens qu'Erwan est chaud.